votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Eli Stephenson, poète, dramaturge, auteur. Monsieur Stephenson, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Plaisir, bonjour Radio Mayuri et tous ses auditeurs. Alors, première question, comment allez-vous? Ça va aussi bien que faire se peut. Vous avez accepté de commenter l'actualité avec nous et à la fin parler de ce que vous faites, puisque vous continuez, j'imagine, à collaborer, écrire, prodiguer des conseils. Mais pour commencer, l'actualité, il y a une image qui fait le tour de la toile actuellement, c'est cet échange entre un gendarme en Martinique et un militant. Ce gendarme lui rétorque que c'est grâce à lui si les Martiniquais, entre parenthèses, vous avez la CAF et le RSA. Est-ce que, selon vous, c'est un dérapage de trop? Pourquoi un dérapage? C'est normal dans leur langage et leur vision du monde. Pour moi, il n'y a pas de quoi s'offusquer. Ça fait des siècles que ça dure. On n'a donc pas compris. Ces personnes n'ont que mépris pour toute personne qui n'appartient pas à leur groupe racial. Donc je crois que il n'y a plus de cette de quoi que ce soit maintenant. Et effectivement, ce langage fait partie de leur réflexe naturel, n'est-ce pas? Sauf qu'ils oublient que on aurait pu leur dire, le militant aurait pu rétorquer, mais sans nous, vous savez peut-être aujourd'hui une colonie oubliée de l'Allemagne nazie, entre autres. Et que sans nous, vous ne serez jamais une puissance économique. Juste un petit point sur la carte du monde et même de l'Europe. Ce gendarme a été suspendu par sa hiérarchie. Est-ce que la sanction est à la hauteur des propos? La sanction, elle est à la hauteur de ce qu'on voit habituellement, comme d'habitude. C'est un phénomène, je dirais, récurrent. On donne une sanction pour avoir l'air de faire quelque chose, pour avoir l'air d'être, comme il dit si bien, en démocratie, alors qu'en fait, il n'y a pas de recherche d'équité, véritablement, entre la faute dans sa réalité, dans son déni de l'humain, et la sanction. Si sanction, on peut appeler ça une sanction, enfin bref. Disons ça comme ça. Bon, je pense qu'il faut vraiment que nous essayions de cesser, de nous offusquer de ceux qui, dans ce système, car le système des d'hommes, c'est vraiment un système. C'est-à-dire c'est un ensemble de mécanismes mis en place par une autorité, une puissance dominante pour maintenir un certain type de relations avec nos populations. Et donc, c'est l'intérieur du système, qui est un système inégalitaire, un système fondé sur des préjugés, notamment les préjugés suprémacistes. Donc c'est à nous de nous armer d'une part, également d'avoir les postures qui conviennent pour faire comprendre que ça ne passe plus, ça ne passe pas. Eli Stephenson, vous êtes un homme d'engagement. Ce système, vous l'avez, à votre façon, combattu par vos publications, hein? Oui, j'ai fait de mon mieux. Est-ce que aujourd'hui, avec du recul, vous dites que vous auriez dû faire plus?
Bien sûr, on peut toujours dire ça. J'aurais dû, j'aurais pu, mais on ne fait pas l'histoire. Tout comme on ne peut pas refaire sa vie. On a fait, moi-même et d'autres camarades, d'autres amis, nous avons fait du mieux que nous pouvions dans les circonstances données. Bon, je crois que l'essentiel, c'est de faire vraiment du mieux que l'on peut, sincèrement, d'éviter les corruptions, les mensonges, d'être sincère et de pouvoir chaque matin se réveiller sans vouloir jeter un voile sur le miroir parce qu'on a honte de quelque chose, on a honte d'un déni de soi ou d'un déni dans le combat. Oui, vous êtes un homme d'engagement et on peut clairement vous qualifier de militant. Vous avez eu pendant longtemps à mener des actions militantes, une vie de militantisme. Oui, à ce point de vue, je peux faire une remarque. Des militants, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont militantes qu'on ignore, qu'on ne voit même pas. Les personnes qui sont des associations, qui font des œuvres de salut, je dirais, pratiquement publiques auprès de leurs voisins, des personnes dans des situations difficiles ou autres. Donc tout ça, sont des actions militantes. Et le comble, c'est qu'il y a des militants pour la domination. Il y a des militants pour la destruction de l'autre. Un gendarme est un militant. Certains fonctionnaires sont des militants. Ils militent pour le maintien d'un système qui fonctionne à leur profit. Ils militent pour le maintien de la domination, de la suprématie. Ce sont des militants, faut pas le cacher. Même les gens qui écrivent parfois des romans policiers ou d'autres types de romans apparemment neutres sont des militants. En fait, ils ont une parole qui vise à maintenir les choses telles qu'elles sont. Donc bien sûr, nous, on nous pointe du doigt, comme si le militantisme était une chose presque, dirais-je, dangereuse, une chose à la limite dérangeante. C'est presque insultant d'être militant, d'un type à part hors du commun, quoi. T'es un empêcheur de tourner en rond, tout ce qu'on veut. Ça sous-tend tout cela, le terme de militant ici employé. Ces dernières années, oui, allez-y. Militant veut bien dire, justement, défendre une cause, quelle qu'elle soit. C'est ça. Donc, il faut démasquer les militants, quels qu'ils soient, même ceux qui ont l'air de ne pas être des militants. Un prêtre est un militant. Aussi. Ces dernières années, on a l'impression que vous vous êtes mis un peu en retrait. Ou est-ce que c'est délibéré ou on se trompe en pensant cela? Ouais, je peux être en retrait. Je n'en sais rien. Comme j'ai jamais cherché à être au pinacle, je ne me rends pas compte que je suis en retrait. Mais je pense que les circonstances aussi nous placent dans une certaine situation. Parce que, comme on dit, la roue tourne. Des événements surviennent. D'autres personnes aussi se manifestent. D'autres groupes se mettent en place. Et donc, c'est un mouvement perpétuel. Et c'est bien que dans c'est ainsi. Car le ciel n'est pas toujours bleu. Il ne pleut pas toujours. Bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est de toujours être attentif à faire ce que l'on peut, du mieux que l'on peut, apporter sa pierre chaque fois que nécessaire et répondre de présent chaque fois qu'on le peut. Ellis Stephenson, est-ce que la relève est assurée à vos yeux? La relève, qu'on le veuille ou non, elle est assurée.
quand même s'il ne restait qu'un seul Guyanais, qu'un seul individu, qu'un seul exploité, qu'un seul dominé, pour dire non et se tenir debout, droit, irrésistible comme invincible, la victoire est toujours possible. Alors, parlons de l'actualité, la question de l'enclavement et du désenclavement, bien évidemment, revient sur la table. Vous allez me dire que on en parle depuis pas mal de temps. Et depuis la liquidation judiciaire de notre compagnie, Air Guyane, ça a pris le devant. Selon vous, comment devrait-on aborder cette question? Comment travailler pour unifier la Guyane, pour rendre ce pays, ce département plus harmonieux et faciliter la circulation sur le territoire? Non, mais là, vraiment, je pourrais presque dire que c'est un coup bas, ça. En si peu de temps, dire tout ça, et c'est une question vraiment très vaste. Tout d'abord, je dirais que le désenclavement n'est pas forcément synonyme d'unification, ni même de cohésion, et encore moins de relations fraternelles, conviviales même, plus simplement, entre les habitants d'un territoire ou les populations d'un pays. Je ne crois pas que les États-Unis d'Amérique soient un pays, une terre enclavée. Et pourtant, je ne sais pas si on peut citer ce pays comme modèle d'harmonie sociale ou autre. Il n'y a qu'à voir les discriminations qui existent toujours et ça ne s'arrête pas. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Donc je crois que le désenclavement c'est une chose qui est utile, ne serait-ce que pour permettre la circulation, comme on dit, des hommes, des marchandises. C'est vrai, pour être concret, ce serait tellement plus agréable, plus pratique et plus dynamique, plus productif, si nous pouvions aller par chemin de fer de Cayenne à Saint-Laurent, par exemple, ou à Istres, ou à Saint-Georges, ou ailleurs. Car ça permettrait, bien sûr, ne serait-ce que pour les échanges culturels, le déplacement des marchandises, un dynamisme plus grande société guyanaise et également des rencontres de façon beaucoup plus active, des rencontres, on va dire, facilitées. Donc, il y a ce côté très simple et très pratique des moyens de communication interne. Mais disons qu'avant, on peut pas résoudre tous nos problèmes. Premièrement, on ne peut pas désenclaver que par les routes. Il faudrait, selon moi, combiner les différents modes de circulation que nous pouvons utiliser, voie terrestre, voie fluviale, voie aérienne, pour les plus classiques, d'une part. Et par ailleurs, il faut également créer un sentiment, pour la Guyane particulièrement, un sentiment d'unité. Tant que nous continuerons à nous penser, parce que un certain passe son temps depuis 5 siècles à nous faire nous penser, non seulement comme différents, mais comme des adversaires perpétuels, voire même des ennemis potentiels, des enclavements ou pas, le problème sera compliqué. Nous aurons toujours une épine au pied. Et cette épine ne sera pas véritablement dans notre pied. Cette épine sera en réalité dans notre tête. D'une part, c'est une première épine, et dans notre cœur,
d'autre part pour la seconde épine. Donc il y a vraiment un travail de prise de conscience, un travail de reconnaissance historique de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons être, et une évaluation réalisée par nous-mêmes, de nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur le plan culturel, identitaire, et être en accord quelque part avec nos racines, avec nos entrailles, avec notre environnement, avec l'ensemble de ces mondes qui nous composent en tant que monde. C'est comme la main. Il y a bien 5 doigts, hein. Pas la même longueur, pas la même épaisseur, mais 5 doigts. Et sans ces doigts, il n'y a pas de main. Il n'y a pas un coup de poing. Vous direz que c'est curieux cette image, mais c'est comme ça, pas même matin. Hein. Si manque des doigts là, pas même coup de poing au rabaille là. Et même quand tu veux tenir, s'il manque un doigt ou des doigts, c'est pas pareil. D'ailleurs, si on coupe un doigt du pied, t'es plus en équilibre, quoi. Il y a un problème, tu as zanzolé, comme nous a dit. Donc, le désenclavement, c'est un combat qui reflète en fait une nécessité supérieure que nous avons, un besoin intrinsèque, un besoin fondamental. Nous n'avons peut-être même pas conscience de toute sa profondeur, un besoin de nous sentir unis, d'être un peuple, parce qu'en réalité nous sommes cela. Nous sommes un peuple, une culture, et quand nous en aurons pris la ferme décision, une nation libre. Vous m'avez tendu une perche pour aborder le troisième sujet d'actualité qui est l'immigration. Comment justement faire qu'un quand nous sommes multiples et quand cette immigration est de plus en plus dynamique, quand les gens au fait continuent à arriver de plusieurs horizons. Comment ce développement de la Guyane pourra-t-il se concevoir avec tous ces gens venus d'ailleurs, de votre point de vue? À dire vrai, je n'ai pas d'un point de vue réel sur la question, parce que nous ne maîtrisons pas du tout cette donnée. C'est pas nous qui avons décidé de l'immigration, ni de sa qualité, ni de sa quantité, et encore moins de son rythme. Pour des raisons, je dirais, de calcul politique, ceux qui dirigent ce pays en réalité, je parle donc de la puissance tutélaire de l'État français, personnifié par les membres des gouvernements français successifs, a ses plans, ses objectifs, et l'immigration en tant que telle est juste une variable d'ajustement, un élément qu'on utilise chaque fois que nécessaire pour arrêter, je pense, certaines actions guyanaises qui prennent trop d'ampleur et qui peuvent devenir aux yeux du dominant dangereuse pour sa domination. Donc l'immigration en tant que telle est juste un ensemble des milliers d'individus instrumentalisés par la puissance coloniale. Et donc ça rend pour nous la tâche difficile. Parce que, quand nous parlons de l'immigration, il y a un piège qui se referme automatiquement, systématiquement. Et ce piège est le suivant. Si tu fais trop de réserves
on dit que tu es contre le développement de la Guyane, qui d'après une certaine théorie ne peut pas se développer, si on n'injecte pas des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes, d'accord, de bras, etc. L'autre volet du piège, c'est que si tu as une protestation trop vive, on te taxe carrément de raciste. Et enfin, troisième piège, si tu es pro-immigration, tu peux être taxé d'anti-guyanais. Pourquoi tout cela? Simplement parce que l'immigration n'est pas pensée en vue d'un bien-être de la Guyane et des Guyanais. L'immigration n'est pas pensée en fonction d'une vision de la Guyane en un temps X à venir, ni même dans un plan de développement économique, social et culturel global de la Guyane. L'immigration est pensée et considérée seulement en fonction des intérêts de maintien de la puissance aussi longtemps que possible, pourquoi pas dans leur rêve le plus fou, pourquoi pas ad vitam aeternam. Il faut que nous prenions bien conscience de ça. Car l'immigrant lui-même, qui est immigrant pour nous et immigrant pour son pays. Donc, l'immigrant lui-même ne se rend même pas compte qu'il a tout comme nous manipulé à des niveaux différents, mais finalement complémentaires. Et que lui aussi il sert simplement de pion sur un échiquier de domination régionale, d'une part, et mondiale d'autre part, et je dirais même, en quelque part, raciale. Il faudrait bien qu'à un certain moment, nous réfléchissions à la question, au-delà de nous-mêmes, et que les immigrants eux-mêmes considèrent leur présence en Guyane et leur vie dans ce territoire, au-delà d'eux-mêmes, en tant que population, qui en quelque part se sentent, en quelque part je dis bien, redevables à la France, de vouloir les accueillir sur un territoire qui finalement n'est pas le bien de la France, un territoire qui n'est qu'un vol, sur un butin de guerre, je dirais, qui donc la France n'a aucune légitimité sur ce territoire. Le Canada fait une immigration choisie pour les Blancs du Canada, quoi. Il faut être clair, le Canada est un butin aussi de guerre. Simplement, ils ont réussi là à éliminer suffisamment les peuples qu'ils ont trouvés sur place, les autochtones, comme on dit, pour faire main basse sur le territoire, le pays, et faire comme si, aujourd'hui, le Canada avait toujours été ça. Toujours été un pays, comment dirais-je, de souche, le coderme, européenne. Donc bien sûr, le Canada, dans sa réalité d'aujourd'hui, en tant que résidu colonial, qui s'est bien développé dans son idéologie raciste et suprémaciste, a mis en place une immigration tout à son avantage. On appelle ça choisi. Ils ont raison, ils peuvent le faire. Il y a un gouvernement, il y a un État, etc. Donc ils ont choisi une façon de faire venir travailler les autres à leur profit,
tout le temps gardant le contrôle de la situation. Ils sont dans leur rôle. Contrôle que nous n'avons pas. Contrôle que nous n'avons pas. Ils ont choisi cette immigration, ou ces immigrants plutôt, en fonction de leurs propres objectifs, de leur plan économique, social, etc. Alors quand on regarde l'histoire, il y a eu plusieurs plans successifs de peuplement en Guyane qui ont tous échoué. Je pense au plan vert et puis d'autres encore. Vous l'avez dit, la Guyane a besoin de bras pour se développer. Mais, précisez alors. Je dis, on dit que la Guyane a besoin de bras et il faut immigrer. Il faut faire venir des immigrants. J'ai jamais dit que la Guyane a besoin de bras, moi. Donc, on n'a pas besoin de cet apport de migrants pour se développer, si je peux m'exprimer. De ce qu'on entend par développement. Et bien sûr. Ça dépend de ce qu'on veut développer. Et comment. Et c'est quoi le développement. Parce qu'on peut avoir des pays qui sont riches, effectivement, non seulement en matières premières, parfois même pour certains d'argent, et qui, entre guillemets, dans la conception dominante du développement, à la vision, on va dire, occidentale, ne sont pas développés. Pratiquement la plupart des pays d'Afrique, la grande majorité, la très grande majorité des pays d'Afrique ne sont pas développés, ne figurent pas dans le panel des pays développés. Pardon. En Asie aussi, vous trouvez pas mal de pays qui ne figurent pas dans le panel des pays développés. Selon leurs critères, hein, les critères de la puissance dominante, la puissance occidentale. Maintenant, on peut revenir à la manière même de définir le développement. Il suffit pas d'accumuler du béton, n'est-ce pas, du bitume, pour être développé. Le développement est quand même avant tout une notion qualitative. Aujourd'hui, prenez certains critères. Les critères même établis par les États-Unis, par exemple, sont en train de voir croître le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté tels qu'il a été défini par les instances mondiales ou internationales. On pourrait dire, à ce moment-là, qu'ils sont en voie de sous-développement. On ne le dit pas. Ça n'est pas l'idée de personne d'examiner ça. Et pourtant, qu'en savons-nous? Qu'en sera-t-il dans 30 ans, peut-être même dans 20 ans? On peut choisir d'autres critères pour le développement. C'est une notion qualitative. Vous avez des grands pays dans lesquels vous avez des régions entières qui sont développées et d'autres régions entières, immenses, qui sont taxées comme étant sous-développées ou même non développées. Alors moi, j'ai jamais dit que la Guyane n'a pas assez de bras. Ça dépend de ce que les Guyanais veulent faire et comment ils veulent vivre. Ils ne sont pas obligés d'occuper tout le pays en une seule fois. Par exemple, non, je crois que c'est une discussion dans laquelle il ne faut pas se laisser enfermer. D'ailleurs, la France n'a cessé de faire venir des gens en Guyane, de la main-d'œuvre, depuis l'esclavage. Est-ce qu'on est pour autant développé? On est classé comment? On est dernier partout. Santé, dernier. Scolarisation, dernier. Formation, dernier. Voie de communication, dernier. Transport, dernier. Que sais-je encore? Bon, il faut quand même de temps en temps sortir de la léthargie.
Monsieur Elie Stephenson, nous arrivons quasiment au terme de cet entretien fort intéressant. Alors pour conclure et pour résumer un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure, pour qu'il y ait un réel développement, il faudrait que ce soit porté par les Guyanais et pour les Guyanais. Cela semble aller de soi. Encore que, si par hasard vous tombiez sur un voisin généreux et altruiste, désintéressé, peut-être qu'il pourrait vous développer pour vous. Non, je plaisante. Non, il vaut mieux effectivement que dans ce domaine, la population ou le peuple concerné soit impliqué directement et prenne ses propres décisions, choisisse sa voie, ses objectifs et développe sa vision de lui-même. Quand qu'un peuple, même une collectivité humaine, quelle qu'elle soit, si petite soit-elle, ne vit, ne se manifeste au monde sans vision de soi. Il y a toujours une projection. Donc la question serait forcément la suivante. Quelle Guyane voulons-nous et comment nous la voulons? Cette réflexion est essentielle, car c'est elle qui va déterminer donc la cible, le chemin du voyage, et également les moyens d'atteindre la destination. Parce que on pourrait avoir un moyen, une vision, pardon, qui nous demande beaucoup de main-d'œuvre, une autre qui nous demande pas du tout de main-d'œuvre pendant un temps donné, une autre vision qui nous demande à X temps une autre qualité de main-d'œuvre. Il n'y a pas un schéma standard qu'on peut appliquer à tout le monde comme ça, à tire-larigot. Ça n'existe pas. L'univers n'est pas homogène. L'univers n'est pas standardisé. Et en disant ça, je n'invente rien. Il suffit de regarder autour de nous. Dans des petits pays avec moins de superficie que la Guyane et beaucoup moins de population qui ne s'en tirent pas plus mal que nous. Il n'y a que regarder dans la région de la Caraïbe. D'accord, nos proches voisins. Ils ne sont pas forcément mieux lotis que nous. Curaçao n'est pas plus mal que la Guyane française. Un fleuron de l'État français et de l'Europe en Amérique du Sud. N'est-ce pas? Pays nous porte les fusées, qui va placer des satellites en orbite, et qui pourtant n'a sans cesse des problèmes de réseau, de délestage, coupure d'électricité, et patati et patata, et j'en passe. Les Seychelles, c'est un pays beaucoup moins important en termes physiques que la Guyane. Et les Seychelles sont-ils plus mal lotis que nous? Sommes-nous plus heureux qu'eux? Donc on pourrait multiplier donc les exemples. Il faut qu'un peuple, une population, fasse ses choix, prenne conscience d'elle-même, de qui elle est, de ce qu'elle veut devenir, quelles sont les voies et moyens qu'elle se donne pour assurer son évolution et atteindre ses objectifs. Tantôt ça demandera beaucoup de main-d'œuvre, y compris une main-d'œuvre extérieure, qualifiée ou pas, selon les besoins. Tantôt ça demandera très peu, tantôt même pas du tout. Je suis désolé, c'est
Comme ça fonctionne dans la nature. Il n'y a pas de standardisation. Il n'y a pas un modèle unique qu'on applique à tout le monde. Il n'y a pas de standardisation. Très bien, c'est sur ce mot que nous allons refermer cet entretien, mais sans vous demander quand même des nouvelles de vos projets. Est-ce que vous collaborez actuellement à des projets? Est-ce que vous donnez votre expertise à des projets? Est-ce que vous-même vous continuez à écrire? Donnez-nous des nouvelles. Oui, je continue à écrire. Enfin, il faut dire très précisément que c'est mon épouse Nora qui écrit, puisque maintenant, étant non-voyant, depuis quelque temps déjà quand même, hein, c'est pas hier, donc c'est Nora qui a cette lourde charge. Bueno. Mais sinon, oui, dans la mesure du possible, chaque fois que je suis sollicité, j'apporte l'aide que je peux. Hein. J'évite le mot expertise, car il y a tellement d'experts maintenant, en tout et pour tout, qu'on s'y perd un petit peu. Hein. Alors, Polologue 2, un mot quand même sur ce projet? Ah non, moi, je ne connais pas ce projet. J'ai entendu parler. Si vous voulez connaître ce projet, avoir des précisions, il faut vous adresser à Madame Nora Stephenson, plus précisément Madame Nora Madeleine Stephenson, et à une ou deux de ses amis et camarades qui travaillent sur ce projet Polologue, dont j'ai entendu parler, et dont me tient soigneusement à l'écart. Vous voyez, l'apartheid, c'est partout. Polologue, ça signifie quoi? Vous savez quand même. Polologue, c'est un mot du langage créole, comme on dit guyanais, qui provient en fait de langue amérindienne. Et qui veut dire ce petit bruit qu'on entend sur la coque du canot quand notamment on arrive à l'embouchure des fleuves. Et il y a un mot d'ailleurs qu'on emploie aussi au Brésil hein, qui ressemble à... Comment ça nous donne? Comment encore? Le pororoca. Merci beaucoup, Monsieur Stephenson, de nous avoir accordé cet entretien. Merci pour votre éclairage sur ces questions d'actualité. Et merci surtout pour votre apport à la société guyanaise en termes de poésie, en termes d'ouvrages et en termes également de chansons, de formation, et j'en passe. Merci. Ça fait beaucoup de choses que vous mettez là entre les bras et sur le dos, je ne sais pas trop. Écoute, ben, je vous remercie et j'espère pouvoir ne jamais décevoir ma société, mes amis, mes parents, ma famille et tout le peuple de Guyane. Toute tendance confondue. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Plaisir. Merci à vos auditeurs. Et merci à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter cet entretien. Et merci à tous ceux qui, même sans l'écouter, ont de temps en temps une pensée aimable, une pensée positive, pour ce que fait ma radio Mayuri et tous ceux qui collaborent avec vous. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.